Effectivement, je me posais la question à la fin de cet article sur les croque-mitaines bon, qui étaient présentés aux enfants, quelle était bon, l'utilité. Enfin, c'était pas pour purement faire peur aux enfants. Alors quelquefois, tous ces personnages sont justifiés pour éviter, par exemple, que l'enfant aille trop près d'une rivière, enfin bon, ne se noie. Alors on dit qu'il y avait un personnage qui attirait l'enfant au fond de l'eau et qui se noyait. Bon, c'était, disons, un danger réel. Bon, mais ça ne me paraissait pas vraiment suffisant pour expliquer. Et bon, là, je me permet de citer un passage de cet article, enfin bon, d'abord article, puis ensuite publié un petit volume. Je dis que les croque-mitaines servent à substituer la peur à l'angoisse. Cette substitution apporte un bénéfice appréciable car la première, c'est-à-dire la peur, est plus facile à supporter que la seconde en raison du fait que l'on peut nommer ce dont on a peur, alors que c'est impossible dans l'angoisse. Donc l'attribut essentiel des croque-mitaines est le nom qu'on leur donne. Leur description et leur histoire sont relativement secondaires par rapport à ce nom. Et donc s'éclaire l'aspect énigmatique des êtres qu'on a appelés verbaux ou factices. Bon. Ils peuvent fonctionner comme croque-mitaines puisqu'ils en possèdent l'essentiel et si même ils ne possèdent rien d'autre comme la babou. Voilà. Une petite conclusion bon, pour dire bon, l'intérêt possible de cette fabrication des croque-mitaines, enfin, bon, innombrables, enfin vraiment très... bon, on n'a pas démontré. Et donc, voilà, bon, une possibilité en tout cas. Une réédition qui a été pour moi très importante, c'est le recueil d'Emmanuel Cosquin, les contes populaires de Lorraine, qui était épuisé. Enfin, bon, il y avait eu une réédition, mais très... bon, peut-être pas très exacte, et puis à un tirage très mince, bon, à Marseille, et donc qui datait de 1886 quand même, les contes de Lorraine. Les contes de Lorraine, le titre est un peu trompeur en fait. C'est une collecte qu'il a fait un peu par l'intermédiaire de ses sœurs et d'une jeune fille du village, dans le village où il allait avec ses sœurs en vacances chez son grand-oncle. Donc c'est à la limite de la Lorraine, mais disons, on est à l'époque, après la guerre de 1870, donc la partie de la Lorraine restée française est très importante, enfin, bon, même si bon, la culture n'est plus tout à fait la même, c'est les découpages. Donc un petit village qui s'appelle Montier-sur-Sault, et donc il dit que cette vieille servante de son grand-oncle, qui est analphabète, bon, souvent c'est une qualité importante pour les collecteurs que l'informateur soit analphabète. Il n'a pas été pollué par l'écrit, mais très drôle et très spirituel.
leur racontait, donc qui lui donne l'envie de collecter dans ce village, donc effectivement, mais alors que évidemment, beaucoup de collecteurs sont dans ce cas d'un corpus d'enfance en quelque sorte, qui veulent retrouver et noter, enfin pour l'intérêt, même si il y a comme ça un appel de l'enfance, enfin qui est là effectivement dans la vocation des collecteurs, mais là il veut faire un travail scientifique et il essaie après chaque conte de rassembler des versions qu'il peut connaître ailleurs en France, il connaît à peu près tout ce qui a été publié comme contes européens, comme recueil de contes européens, pour faire des comparaisons. Et c'est effectivement le premier travail comparatif qui a été fait en France sur les contes, donc très, très important. Et puis d'autre part, il avait publié des essais sur des thèmes mythiques ou de contes. Donc pour la France, c'est un recueil important. Les contes, sont pas exceptionnels. Enfin bon, il y en a de beaux, mais enfin, sinon, la façon de s'y intéresser, elle est nouvelle en France, et dans cette époque jusqu'à la guerre de 14, unique. Et donc c'était un livre complètement introuvable, enfin, dans les bibliothèques bien sûr, mais pas plus. Donc par l'intermédiaire de quelqu'un qui avait fait toute sa vie des travaux d'édition chez Gallimard, donc une édition absolument magnifique, extrêmement sévère. Enfin, bon, il fallait tout expliquer, et donc avec une introduction aussi. J'ai pu faire cette réédition. Donc c'est un éditeur plutôt, il s'appelle Piquier à Arles, et qui était plutôt spécialiste de la littérature extrême orientale, qui s'est laissé faire sans enthousiasme. Enfin, bon, ça a été fait. Après, c'est chez Corti qu'on m'avait demandé de faire une postface à la réédition du recueil de Geneviève Massillon de Bouche à oreille, donc, qui était épuisé également en France. Alors aussi un recueil auquel j'ai participé, c'est sous la cendre, figure de Cendrillon, avec à l'initiative d'une amie passionnée de contes, Elisabeth Lemire, et c'était un vrai plaisir, enfin, de faire ce recueil. Bon, donc ça c'est moi. Bon, il y a eu le recueil de voilà. Mythes, contes et enfance. Bon, ça c'est un recueil d'articles de moi, bon, par un ami à l'Harmattan, qui a lui-même sous-titré les écritures d'Orphée et de Cendrillon très joliment, et où effectivement en quelque sorte je fais un tri dans la présentation des articles. Bon, c'est lui aussi qui a intitulé la première partie « Les contes des ménages », de l'oral et l'écrit et retour. Ce passage oral-écrit. Deuxième partie, des contes pour les enfants, donc tout le travail, est-ce que les contes sont pour les enfants, et les contes étaient pour enfants, etc. Et puis les contes merveilleux, donc Cendrillon et tous ces contes-là. Et puis, pour finir, un article qui s'appelle « Lacune, altération, lapsus dans le récit oral », où je me pose la question, enfin, rapidement,
bon, qu'est-ce que ça pouvait représenter ces contes très profondément et dans cette oralité. Et puis bon, il y a eu effectivement bon, un essai, mais qui a été vite arrêté par l'éditeur, c'est-à-dire Gallimard, une collection que j'ai dirigée, mais que je n'ai pas dirigée longtemps, dans la mesure où paraît-il, ça ne se vendait pas, mais c'était pas très... bon, pas très bien soutenu, on dira. Bon, effectivement, c'était peut-être pas l'éditeur pour ça, mais enfin, il n'y en avait pas d'autres. Je sautais sur l'occasion, donc où a été inséré Poétique du conte et 4 très beaux recueils. Le premier, c'est Marie-Louise Tenaise et Georges Delarue sur le répertoire d'une conteuse recueillie une de ses collectes de la fin du XIXe siècle, restée complètement inédite. Et l'intérêt, c'est d'abord une conteuse très attachante, qui là aussi ne sait pas lire, qui sa langue d'origine fait partie de l'Occitanie. Enfin, elle a vécu son enfance dans un village qui est en Ardèche, alors que c'était dans l'Haute-Loire. Et bon, outre la personnalité de la conteuse et la qualité de son répertoire, donc contes et chansons, donc une 50aine de contes et 75, si je me souviens bien, chansons, bon, uniquement par la mémoire, et qui a donc c'est son répertoire tout entier, tout ce qu'elle savait. Ce qui n'a jamais été fait, enfin à ma connaissance, il y a peut-être des archives comme ça bien cachées, n'a jamais été fait par aucun collecteur. Enfin, bon. Luzel qui a fait d'énormes collectes, et en particulier avec une conteuse, qui était sa conteuse préférée, qui lui apportait sans cesse. À un moment, il lui dit « Oh non, ce conte-là, je sais déjà, c'était une autre version, mais bon, elle allait dans tous les pèlerinages de Bretagne, et donc il y avait des soirées comme ça. Et donc elle en apprenait, elle avait une mémoire fabuleuse. Et à un moment, donc, non, il ne peut plus, c'est trop. Absolument. Et là, tout le répertoire, donc compté et chanté, et une personnalité. Donc, les contes édités par Marie-Louise Tenaise, donc, qui a en même aussi menait la suite du catalogue des contes français, et avec une sensibilité, il y a eu quelque chose, qui chez elle une compréhension de cette femme très, très humble, qui avait vécu une vie assez misérable, et qui avait cette richesse en elle, dont elle était fière. Enfin bon, c'était pas quelque chose. Donc, et qui était un manuscrit en déshérence, aucun éditeur, et donc je l'ai fait passer, bien qu'il soit très gros. Bon, même si pour cette collection je n'ai fait que ça, je m'en félicite. J'ai réussi à le faire passer. Geneviève Calame-Griot, que je connaissais bien, puisque c'était elle qui m'avait demandé de rentrer au cahier de littérature orale, m'a donné un recueil de contes du Sahel nigérien, donc son autre terrain après les Dogons, où elle a rencontré des bons conteurs, et quelques contes qu'elle n'avait pas publiés encore, donc précieux, et des commentaires pour
réinséré dans le milieu, enfin, bon, ethnologique, et là aussi, enfin, c'est un très beau livre. Et puis Bernard Saladin d'Anglure, voilà, qui j'ai demandé, je ne sais pas, bon, avec l'éditrice de chez Gallimard. Je ne sais pas s'il y avait ce film sur ce récit inuit qui avait été. C'était l'époque où il était sur. Je ne sais plus comment. Enfin, c'est un nom que je. Voilà. Bon, ça l'intéressait. Bon, son adjointe aussi. Oh, ben, moi, j'ai un ami enfin, qui travaille chez les Inuits. Peut-être qu'effectivement, je lui ai demandé à ce moment-là, il m'a dit. Ah, non, j'ai jamais pensé. Et puis bon, il s'est passionné et il a trouvé donc cette façon inédite de présenter les récits. Bon, c'est pas des contes à proprement parler, ce sont des mythes, enfin des histoires, enfin, qui se racontaient, quoi, des histoires. Et il fait les commentaires au fur et à mesure, insérés avec effectivement une typographie différente pour qu'on comprenne, de façon à ce qu'on puisse continuer à comprendre, ce qui n'est pas toujours facile, enfin, dans des contes tellement lointains. Donc, effectivement, là aussi, très, très contente d'avoir publié. Et puis, ce que j'ai proposé après ne convenait pas, et puis ça ne se vendait pas. Et puis, bon, finalement, la collection supprimée. Bon, alors donc, oui, bon, je l'ai dit, effectivement, je suis au comité des cahiers de littérature orale, donc une revue fondée par Geneviève Calam-Griaule en 1976. Et qui continue avec. Il y a eu des difficultés, mais il semble qu'elle est publiée par l'INALCO, que bon, il y a un intérêt nouveau et donc elle va bon, elle n'a jamais arrêté, mais enfin avec du retard, avec effectivement, comme ça arrive à beaucoup de revues scientifiques malheureusement. Et donc j'ai évidemment j'ai dirigé pas mal de numéros sur les contes, mais enfin je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt de les énumérer. Donc il m'a permis, enfin bon, de développer des thèmes qui m'intéressaient. Voilà. Donc voilà, un travail. Et puis alors je ne sais pas si on arrive au dernier. Il faut savoir terminer aussi. Le dernier, enfin ma dernière publication sous forme de livres, enfin bon, j'ai publié un certain nombre d'articles, mais enfin bon, enfin nécessaires, mais qui peut-être m'intéressaient moins sur la question du passage de l'oral à l'écrit, bon, qui était une question évidemment essentielle, enfin, pour les contes, puisque maintenant on ne peut les connaître que si ils sont écrits et imprimés, enfin les contes traditionnels bien entendu, puisque bon, là aussi le comptage n'est pas éteint, peut-être on en dira un mot. Effectivement, l'affrontement avec un certain nombre de spécialistes des contes littéraires. Donc, effectivement, c'est un mouvement important en France. Enfin, on dit à partir de Perrault, c'est pas lui qui a vraiment commencé, mais enfin, bon, en tout cas, il a donné un recueil notable, bon, puisque on pense que c'est les contes français, enfin, que ça résume les contes français. Et effectivement, toute cette période, fin XVIIe siècle et XVIIIe siècle, où il y a d'innombrables publications et donc d'études à faire.
et une sorte d'irritation manifeste quelquefois de la part de ces spécialistes qui sont spécialistes de littérature, littérature écrite, enfin tout à fait, envers les contes, avec une petite polémique avec, disons, quelqu'un qui travaillait en Suisse, enfin bon, je peux dire son nom, Ute Heidmann, spécialiste des contes, qui, en particulier dans une de ses publications avec quelqu'un d'autre un peu moins virulent, dit pour comprendre ce conte, il ne faut surtout pas s'adresser aux versions d'origine orale parce que ça brouille tout, ça n'a aucun sens. Enfin, bon, donc, oui, quelque chose quand même d'agressif, je dirais. Et ce qui m'amuse plutôt, c'est que quelques-uns de ces gens-là me disent « Oui, la folkloriste Nicole Belmont dit que… » Alors, sachant très bien que c'est vraiment l'injure suprême d'être nommée folkloriste. Et je trouve ça très amusant, un peu enfantin en même temps. Effectivement, ça ne me fait pas bouger mes convictions. Enfin bon, ça c'est une petite chose en passant. Et donc, dernière publication, Petit Pousset rêveur, la poésie des contes de transmission orale chez Corti, qui est un éditeur qui s'intéresse aux contes, donc très rare, oui. Qui a pris tout de suite et très volontiers mon projet, qui n'était pas vraiment un livre continu, mais la reprise de textes, quelques-uns déjà publiés, mais dans des revues un peu pas très connues, pas très lues. Et surtout, l'idée était autour d'un texte inédit, c'est-à-dire une communication à un colloque, en fait. C'était disons un festival de contes à Vendôme, où il y avait un centre de formation des conteurs très actif, très dirigé par un conteur contemporain très important, Bruno de la Salle, et qui a dû fermer cette année, faute de crédit. Il y a une source de crédit qui a disparu, qui a été supprimée, et ils ne peuvent plus fonctionner. Alors, je suis allée assez souvent à leur festival, ou même pour des… donc, quelque chose en France qui est un peu difficile. Donc, c'était sur la poésie des contes. Et donc, j'avais fait une communication sans trouver à le publier, parce qu'il ne publiait pas, il me donnait des comptes rendus. Et donc je me suis dit, il faudrait que j'arrive et peut-être faire un volume avec d'autres articles pas très connus, ou même inédits. Le dernier chapitre était inédit. Et effectivement, c'est… disons, l'idée que, après avoir écrit Poétique du conte, poétique, c'était la façon dont ça pouvait être fabriqué en dehors de l'écriture. Donc, il fallait quand même… Comment ça se passait, quoi. Tout à fait. C'est pas… effectivement, c'est difficile à concevoir, dans notre société, dans notre culture, tellement écrite. Mais là, c'était… Qu'est-ce qui fait, en quelque sorte, le charme, et essentiellement, c'est
ces images, donc qui sont une partie importante, ces images et mises en scène qui sont une partie importante du conte merveilleux. Voilà. Et donc je m'interrogeais là-dessus et entre autres j'étais tombée, bon c'était un peu sur un petit texte d'un poète, Jules Supervielle, bon, un poète peut-être pas très connu, mais qui a laissé, fin 19e, des choses charmantes, très sensibles, et qui avait fait un petit article. Je suis tombée de l'avantage d'habiter près des quais de la Seine, près des bouquinistes, sur une publication, ça n'a jamais été republié, disons sur la poésie, mais bon, la poésie écrite. Et il y avait des choses qui évoquait tellement les contes que je me suis dit il faut absolument faire cette confrontation. Bon, bien sûr, il y avait dans cet article des passages justement sur ces images tellement importantes, et puisées d'ailleurs, en particulier dans un conte bien développé au Canada, qui a été publié comme La Mensongère. Alors, bon, je n'ai plus l'auteur dans la tête, mais oui, non, je suis désolée. Je retrouverai, parce que c'est un livre qui est un conte pas très connu et qui a deux façons de se présenter, christianisé ou non christianisé. Et effectivement, on sent que christianisé modifie l'issue du conte par l'intervention de la Vierge Marie, évidemment, qui arrange tout, qui pardonne, et que, en fait, non christianisé, c'est tout autre chose. Le récit est presque le même, et la leçon, la morale est totalement opposée. Enfin, un beau conte de jeunes filles, jeunes femmes persécutées.